mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et profitez bien de cette histoire. Un homme meurt de froid dans la neige du Grand Nord. Ses doigts ne peuvent plus bouger. Son corps refuse de lui obéir. Il sait qu'il va mourir, et cette connaissance ne le surprend pas. Il l'accepte avec une étrange sérénité. Cet homme n'existe pas. Il est né de l'imagination d'un écrivain. Pourtant, des millions de lecteurs à travers le monde ont ressenti sa mort comme une vérité plus profonde que bien des biographies. L'écrivain qui a créé cette scène s'appelait Jack London. Mais qui était vraiment cet homme capable de transformer la glace et la faim en littérature universelle? Pourquoi ces histoires de chiens et de chercheurs d'or continuent-elles de fasciner plus d'un siècle après leur écriture? Comment un gamin des bas-fonds de San Francisco est-il devenu l'un des auteurs les plus lus de son époque? Et surtout, pourquoi sa vie ressemble-t-elle tant au roman qu'il écrivait? Pour comprendre Jack London, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Un monde qui n'avait rien à voir avec les salons littéraires parisiens ou les universités prestigieuses de la côte est américaine. Jack London est venu au monde le 12 janvier 1876 à San Francisco, en Californie. La ville sortait à peine de sa fièvre de l'or. Des fortunes s'étaient faites et défaites. Des hommes étaient venus du monde entier chercher leur chance dans les rivières et les montagnes californiennes. Certains avaient trouvé de l'or. La plupart avaient trouvé la pauvreté, la maladie et parfois la mort. San Francisco était une ville brutale, sale, dangereuse. Les quartiers riches côtoyèrent les taudis. Les bordels, les saloons et les maisons de jeu formaient le cœur battant d'une économie souterraine. C'est dans ce chaos urbain que naquit John Griffith Chaney, qui deviendrait Jack London. Sa mère, Flora Wellman, était une femme étrange. Spiritualiste convaincue, elle organisait des séances de spiritisme et prétendait communiquer avec les morts. Son père biologique reste un mystère. Flora affirmait qu'il s'agissait de William Chaney, un astrologue itinérant avec qui elle vivait. Mais Chaney nia toujours cette paternité. Quand Flora annonça sa grossesse, Chaney la rejeta. Elle tenta de se suicider. Elle survécut et donna naissance à un garçon qu'elle appela John. 8 mois plus tard, Flora épousa John London, un veuf avec 2 filles. L'enfant prit le nom de son beau-père. Il devint Jack London. Ce nom allait traverser le siècle. La famille London vivait dans une pauvreté chronique. John London, le beau-père, était un homme bon, mais sans grande ambition ni talent pour les affaires. Il enchaînait les petits métiers. Vendeur, fermier, gardien. Rien ne marchait jamais vraiment. Flora, de son côté, vivait dans ses rêves de grandeur passée et future. Elle racontait qu'elle avait eu une jeunesse dorée dans l'Ohio. Personne ne savait si c'était vrai. La famille déménageait sans cesse, suivant les maigres opportunités de travail. Oakland, Alameda, retour à Oakland. L'instabilité était la seule constante. Jack grandit dans cet environnement précaire. Dès l'âge de 10 ans, il travaillait. Il vendait des journaux dans les rues. Il livrait de la glace. Il montait la garde dans des usines. Il balayait des saloons. L'enfance n'existait pas vraiment pour les gamins pauvres de Californie. On survivait ou on disparaissait. Jack choisit de survivre. Mais il ne se contentait pas de travailler. Il lisait. Il dévorait tout ce qui lui tombait sous la main. Les romans d'aventure, les récits de voyage, les livres d'histoire. La bibliothèque publique d'Oakland devint son refuge. Issa Coolbrith, la bibliothécaire, remarqua ce garçon maigre aux yeux brillants qui passait des heures plongé dans les livres. Elle l'encouragea. Elle lui conseilla des lectures. Elle devint, sans le savoir, la première personne à croire au potentiel littéraire de Jack London. À 13 ans, Jack acheta un petit bateau avec de l'argent emprunté. Il devint pirate des huîtres dans la baie de San Francisco. Les huîtres appartenaient à des compagnies qui les cultivaient dans des parcs privés. La nuit, des bandes de jeunes volaient ces huîtres pour les revendre. C'était dangereux, illégal et excitant.
Jack adorait cette vie. Il naviguait dans l'obscurité. Il affrontait les tempêtes. Il buvait avec des hommes 2 fois plus âgés que lui. Il se battait, il découvrait l'alcool, les femmes, la violence. À 15 ans, il ressemblait déjà à un homme dur, capable de tout pour survivre. Puis il changea de camp. Il devint patrouilleur pour la police des pêches. Il chassait maintenant ceux qu'il avait été. Cette ironie ne lui échappait pas. Il découvrit que la loi et le crime étaient souvent séparés par une frontière très mince, que les hommes changèrent de côté selon les circonstances, que la morale était un luxe que les pauvres ne pouvaient pas toujours s'offrir. Ces leçons marquèrent profondément sa vision du monde. Elles nourrirent plus tard ses romans les plus sombres. En 1893, Jack avait 17 ans. L'Amérique plongeait dans une terrible crise économique. Les usines fermaient, les banques faisaient faillite, le chômage explosait. Des armées de sans-abri erraient sur les routes et les voies ferrées. Jack décida de rejoindre une de ces armées. Pas par désespoir, mais par curiosité. Il voulait voir le pays, il voulait comprendre ce qui se passait. Il voyagea en train de marchandises. Il dormait dans des wagons vides. Il mendiait sa nourriture. Il découvrit l'immensité de l'Amérique, les plaines infinies, les montagnes majestueuses, les villes industrielles crachant leur fumée noire. Et partout, la misère. Des hommes jetés hors du système, des familles entières vivant dans des camps de fortune, des enfants mourant de faim. À Niagara Falls, il fut arrêté pour vagabondage. On l'envoya en prison pour 30 jours. La prison lui fit horreur. Pas la violence ou la saleté. Il connaissait déjà tout ça. Ce qui le terrifiait, c'était l'absurdité du système. Des hommes enfermés simplement parce qu'ils étaient pauvres, punis pour avoir cherché du travail, traités comme des criminels alors qu'ils étaient des victimes. Cette expérience le radicalisa. Il devint socialiste. Il crut qu'une révolution était nécessaire et inévitable. Il rejoignit le Parti socialiste. Il donna des discours enflammés dans les parcs publics d'Oakland. On l'appelait le boy socialiste, le gamin socialiste. Mais Jack London n'était pas qu'un activiste. Il voulait aussi s'élever au-dessus de sa condition. Il retourna à l'école. À 19 ans, il entra au lycée. Il était plus vieux que la plupart de ses camarades, plus expérimenté, plus affamé de savoir. Il étudiait avec une intensité féroce. Il dormait 4 heures par nuit. Il lisait Darwin, Marx, Spencer, Nietzsche. Il découvrait les théories qui allaient structurer sa pensée. La lutte pour la survie, l'évolution, le matérialisme historique, la volonté de puissance. Ces idées se mêlaient dans son esprit en un cocktail philosophique étrange et puissant. Il voulait entrer à l'Université de Californie à Berkeley. Il étudia seul pour passer les examens d'entrée. Il réussit. Pendant quelques mois, il fut étudiant. Mais l'université le déçut rapidement. Les professeurs lui semblaient déconnectés de la réalité. Les étudiants riches vivaient dans un monde qui n'était pas le sien. Il manquait d'argent. Il devait travailler en même temps qu'il étudiait. L'épuisement le gagnait. Après un semestre, il abandonna. Il avait compris qu'il ne trouverait pas son salut dans les institutions. Il devrait le créer lui-même. Et puis, vint l'événement qui allait changer sa vie. En juillet 1897, on découvrit de l'or dans le Klondike, au Yukon canadien. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Une nouvelle ruée vers l'or commençait. Des dizaines de milliers d'hommes affluèrent vers le Grand Nord. Jack London fut l'un d'eux. Il avait 21 ans. Il emprunta l'argent nécessaire pour le voyage. Il convainquit son beau-frère de l'accompagner. En juillet 1897, ils embarquèrent sur un bateau à destination de l'Alaska. Le voyage fut terrible. Des milliers d'hommes entassés sur des bateaux surchargés. Beaucoup tombaient malades. Certains mouraient avant même d'atteindre l'Alaska. Ceux qui survivaient devaient ensuite affronter la montagne. Pour atteindre le Klondike,
Il fallait franchir le col de Chilkoot, une pente vertigineuse couverte de neige et de glace. Les hommes portaient leurs provisions sur le dos. La police canadienne exigeait que chaque chercheur d'or possède une tonne de nourriture et d'équipement. Pour répondre à cette exigence, il fallait faire des dizaines d'allers-retours. Monter la charge, redescendre, remonter, encore et encore. Certains hommes abandonnaient, d'autres mouraient d'épuisement. Jack London grimpa cette montagne comme les autres. Il porta ses charges, il sentit ses jambes trembler. Il vit des hommes pleurer de fatigue. Une fois le col franchi, il fallait encore construire des bateaux et descendre des rivières dangereuses. Les rapides brisèrent les embarcations. Des hommes se noyaient. Jack et son groupe survécurent. Ils atteignirent Dawson City, le cœur du Klondike, en octobre 1897. La ville n'était qu'un gigantesque campement boueux. Des milliers d'hommes vivaient dans des cabanes de fortune. Les prix étaient astronomiques. Un œuf coûtait $1. Un whisky valait 50 cents. L'or coulait dans les saloons, mais la plupart des chercheurs restaient pauvres. Jack et ses compagnons trouvèrent une concession sur un affluent. Ils creusèrent dans le sol gelé. Ils cassèrent le permafrost avec des pics et des pelles. C'était un travail épuisant. Le froid mordait les mains et les pieds. L'hiver arctique plongeait la région dans une obscurité presque totale. Le soleil disparaissait pendant des mois. Les hommes vivaient à la lumière des bougies et des lampes à huile. Beaucoup développèrent des troubles psychologiques, la claustrophobie, la dépression. Certains se suicidaient, d'autres sombraient dans l'alcool. Jack London ne trouva pas d'or. Ou plutôt, il en trouva un peu, mais pas assez pour devenir riche. Ce qu'il trouva, c'était bien plus précieux pour son avenir. Il trouva des histoires. Il observait les hommes autour de lui, leurs espoirs, leurs peurs, leurs rêves, leurs échecs. Il écoutait leurs récits, les anciennes légendes indiennes, les histoires de survie dans le froid, les trahisons, les amitiés, les morts stupides et les morts héroïques. Il absorbait tout comme une éponge. Le soir, dans la cabane, il discutait philosophie avec ses compagnons. Ils débattaient de Darwin et de Marx. Ils argumentaient sur la nature humaine. Jack prenait des notes mentales. L'hiver fut terrible. Le scorbut commença à se répandre. Cette maladie causée par le manque de vitamine C transformait les hommes en épaves. Les dents tombaient, les gencives saignaient, les membres gonflaient. Jack contracta le scorbut. Il sentit sa force le quitter. Ses gencives devinrent douloureuses. Il comprit qu'il devait partir ou mourir. Au printemps 1898, dès que la glace se brisa sur le fleuve Yukon, il monta dans un bateau avec d'autres malades. Ils descendirent le fleuve sur plus de 3000 kilomètres. Un voyage dangereux et épuisant qui les ramena vers la civilisation. Jack rentra à Auckland en juillet 1898. Il avait 22 ans. Il revenait sans or mais transformé. Il avait vu des choses que peu d'hommes avaient vues. Il avait survécu à des épreuves que beaucoup n'avaient pas surmontées. Il savait maintenant qu'il avait une histoire à raconter. Plusieurs histoires. Des dizaines. Des centaines. Le Klondike allait devenir sa mine d'or littéraire. Mais d'abord, il devait survivre. Il chercha du travail. Il n'en trouva pas. L'économie restait difficile. Il décida alors de devenir écrivain. Non pas par vocation romantique, mais par calcul pragmatique. Il avait besoin d'argent. L'écriture pouvait en générer. Il se mit au travail avec la même détermination qu'il avait mise à survivre dans le Klondike. Il écrivait 18 heures par jour. Il noircissait des pages et des pages, des nouvelles, des articles, des poèmes. Il envoyait tout au magazine. Les refus pleuvaient, encore et encore. Les éditeurs renvoyèrent ses textes avec des notes impersonnelles, trop crues, trop brutales, pas assez raffinées. Jack ne se découragea pas. Il analysa les refus. Il étudia le marché. Il lut les magazines qui publiaient des histoires d'aventure. Il comprit ce qu'il voulait.
Non pas de la littérature polie, mais de l'action, du suspense, de l'émotion. Il pouvait donner ça. Il avait vécu ça. Il réécrivit ses textes. Il les rendit plus dramatiques, plus visuels, plus intenses. En décembre 1898, le magazine Overland Monthly accepta sa nouvelle To the Man on Trail. L'histoire d'un homme poursuivi dans le Grand Nord. Le magazine paya $5. Une misère. Mais c'était une publication. C'était un début. D'autres publications suivirent. Petit à petit, Jack London se fit un nom. Ces histoires du Klondike fascinaient les lecteurs. Elles avaient une authenticité que les autres auteurs ne pouvaient pas reproduire. Jack avait vraiment été là-bas. Il connaissait le froid qui tue. Il connaissait la faim qui rend fou. Il connaissait la solitude des espaces infinis. Ces descriptions n'étaient pas romantiques. Elles étaient viscérales. Quand il écrivait sur un homme mourant de froid, le lecteur sentait le froid. Quand il décrivait un chien luttant pour survivre, le lecteur entendait les crocs claquer et le sang couler. En 1900, son premier recueil de nouvelles fut publié. The Son of the Wolf, le fils du loup. Le livre ne devint pas immédiatement un best-seller, mais il reçut des critiques enthousiastes. On saluait la vigueur de son style, la puissance de ses images, son réalisme brutal. Jack London avait 24 ans et devenait un écrivain reconnu. Il se maria la même année. Bessie Maddern était une jeune femme sérieuse et conventionnelle. Ce n'était pas un mariage d'amour passionné. Jack cherchait la stabilité. Il voulait une maison, des enfants, une vie normale après des années de chaos. Bessie lui donna 2 filles, Joanne et Bess. Pendant quelques années, il essaya de jouer le rôle du père de famille respectable. Mais ce rôle ne lui convenait pas vraiment, car Jack London n'était pas un homme fait pour la vie domestique tranquille. Il était agité, toujours en mouvement, toujours à chercher la prochaine aventure. Il achetait des bateaux, il voyageait, il donnait des conférences sur le socialisme, il écrivait frénétiquement. Il produisait 1000 mots par jour, tous les jours, sans exception. Cette discipline de fer était sa fierté. Il considérait l'écriture comme un travail, pas comme une inspiration divine qui venait quand elle voulait. L'inspiration était un luxe de bourgeois. Lui était un professionnel. Il s'asseyait à sa table et il écrivait. Point final. En 1903, il publia The Call of the Wild, l'appel de la forêt, l'histoire de Buck, un chien domestique volé et vendu comme chien de traîneau dans le Klondike. Buck découvre la cruauté des hommes. Il apprend à se battre. Il tue pour survivre. Petit à petit, il régresse vers ses instincts primitifs. Il entend l'appel de la nature sauvage. Il rejoint finalement une meute de loups. Le livre était une allégorie, une méditation sur la civilisation et la sauvagerie, sur ce qui se cache sous le vernis de la culture, sur la bête qui sommeille en chaque être vivant. The Call of the Wild devint un succès phénoménal. Des dizaines de milliers d'exemplaires vendus, traduits dans des dizaines de langues, adaptés au théâtre. Jack London devint célèbre et riche, enfin. Après des années de pauvreté, il gagnait de l'argent, beaucoup d'argent. Il achetait tout ce qu'il voulait, des livres, des vêtements, des chevaux, une propriété. Il aidait financièrement tous ceux qui lui demandaient, sa famille, ses amis, de parfaits inconnus. Il ne savait pas dire non. L'argent coulait entre ses doigts aussi vite qu'il arrivait. En 1904, il partit couvrir la guerre russo-japonaise comme correspondant de guerre. Il voulait voir un vrai conflit moderne. Il se retrouva en Mandchourie, suivant l'armée japonaise. Mais les Japonais ne voulaient pas de journalistes occidentaux trop curieux. Ils limitaient ses déplacements. Ils censuraient ses articles. Frustré, Jack essaya de voir le front par ses propres moyens. Il fut arrêté plusieurs fois, expulsé. Il rentra chez lui déçu, mais il avait encore vu un nouveau monde, la Corée, le Japon, la Chine. Ces expériences enrichirent son imagination. En 1905,
il publia The Sea Wolf, le loup des mers, l'histoire d'un intellectuel efféminé nommé Humphrey Van Weyden qui survit à un naufrage et est recueilli par un bateau de chasse aux phoques commandé par Wolf Larsen. Larsen est un surhomme nietzschéen, brutal, intelligent, cruel, philosophe. Il méprise la faiblesse. Il croit que la force est la seule vraie valeur. Van Weyden doit apprendre à survivre dans ce monde de violence. Il doit devenir plus fort ou mourir. Le roman explorait les idées que Jack avait absorbées dans sa jeunesse. Darwin, Nietzsche, la sélection naturelle, la volonté de puissance. Le livre choqua et fascina. Certains critiques trouvaient Larsen monstrueux, d'autres le trouvaient magnifique. La même année, Jack tomba amoureux. Vraiment amoureux cette fois. Charmian Kittredge était une femme moderne, indépendante, sportive, intelligente. Elle montait à cheval, elle nageait. Elle n'avait pas peur de l'aventure. Jack divorça de Bessie. Le divorce fit scandale. On l'accusa d'avoir abandonné ses filles. La presse le traîna dans la boue. Jack s'en fichait. Il épousa Charmian en 1905. Elle devint sa compagne d'aventure, sa confidente, sa première lectrice. Leur mariage ne fut pas toujours facile, mais il dura jusqu'à la mort de Jack. Jack London était maintenant au sommet de sa gloire. Il était l'écrivain américain le plus lu au monde. Ses livres se vendaient par millions. Il gagnait des fortunes. Il dépensait des fortunes. Il décida de construire un bateau. Pas n'importe quel bateau. Un yacht capable de naviguer autour du monde. Il dessina lui-même les plans. Il supervisa la construction. Le bateau s'appellerait le Snark, d'après un poème de Lewis Carroll. Le projet devint une obsession et un gouffre financier. Les coûts explosèrent. Ce qui devait coûter 7 000 $ en coûta 30 000. Puis 40, puis plus encore. En avril 1907, Jack et Charmian quittèrent San Francisco sur le Snark. Leur plan était de faire le tour du monde en 7 ans. Ils emportèrent des livres, des machines à écrire, des provisions pour des mois. L'équipage était réduit. Quelques marins, un cuisinier. Le voyage commença mal. Le bateau prenait l'eau. Les voiles se déchiraient. La nourriture pourrissait. Jack découvrit que la navigation océanique était bien plus difficile que la navigation dans la baie de San Francisco. Ils faillirent se perdre. Ils faillirent couler. Mais ils survécurent. Ils atteignirent Hawaï. Puis les Marquises, Tahiti, les îles Salomon. Partout où ils allaient, Jack observait. Il prenait des notes. Il photographiait. Il collectait des histoires. Il rencontrait des indigènes, des colons, des aventuriers, des missionnaires. Il voyait l'impérialisme occidental en action. Les cultures locales détruites, les maladies importées, les terres volées. Cela le troublait. Lui qui croyait à la supériorité de la race blanche commençait à douter. Il voyait que cette supériorité supposée se manifestait surtout par la violence et l'exploitation. Mais il était lui-même prisonnier des préjugés de son époque. Ces textes contenaient des passages racistes qui font aujourd'hui grincer des dents. Il croyait sincèrement que certaines races étaient plus évoluées que d'autres. Il défendait la suprématie de la race blanche, même quand il dénonçait ses crimes. Cette contradiction traversait toute son œuvre. Il pouvait écrire des pages magnifiques sur la dignité humaine et des pages honteuses sur l'infériorité raciale. Il était un homme de son temps. Un temps où le racisme scientifique était largement accepté, même par les progressistes. Le voyage du Snark se poursuivit pendant 2 ans, mais il s'arrêta brutalement en 1909. Jack tomba gravement malade. Des ulcères, des problèmes de peau, des douleurs terribles. Il consulta des médecins en Australie. Ils ne comprenaient pas ce qu'il avait. Aujourd'hui, on pense qu'il souffrait d'une combinaison de maladies tropicales et d'empoisonnement au mercure. À l'époque, les médecins utilisaient le mercure pour traiter la syphilis. Jack avait contracté la syphilis dans sa jeunesse. Il avait été traité au mercure. Le mercure l'empoisonnait lentement. Ses reins étaient endommagés. Sa peau se couvrait de plaques.
Il souffrait constamment. Il dut rentrer en Amérique. Le rêve du tour du monde s'effondrait. Le Snark fut vendu à perte. Jack rentra en Californie malade et endetté. Il devait de l'argent à tout le monde. Les banques, les fournisseurs, les amis. Pour rembourser, il n'avait qu'une solution. Écrire. Écrire encore plus. Écrire plus vite. Il augmenta sa production. 2000 mots par jour, 3000. Il écrivait des romans, des nouvelles, des articles, des essais. Tout ce qui pouvait rapporter de l'argent. La qualité en souffrait. Certains de ses livres de cette période sont médiocres, écrits à la va-vite pour payer les factures. Mais d'autres restaient excellents. En 1909, il publia Martin Eden, l'histoire d'un marin autodidacte qui devient écrivain et connaît le succès avant de sombrer dans le désespoir et le suicide. Le livre était largement autobiographique. Martin Eden ressemblait beaucoup à Jack London. Ses luttes, ses doutes, sa désillusion face au succès. Le roman se terminait par le suicide du héros. Beaucoup de lecteurs y virent un mauvais présage. Jack London acheta un ranch dans la vallée de Sonoma, en Californie. Il voulait devenir fermier, pas un fermier ordinaire. Un fermier scientifique. Il allait appliquer les dernières découvertes agronomiques, créer une exploitation modèle, prouver que l'agriculture pouvait être rationnelle et profitable. Il investit des sommes folles, il acheta du matériel moderne. Il fit construire des bâtiments. Il importa des races de bétail sélectionnées. Il étudiait l'agronomie, il lisait des traités scientifiques, il expérimentait. Le ranch devint une autre obsession et un autre gouffre financier. L'agriculture ne fonctionnait pas comme les livres le disaient. La terre était pauvre, les récoltes décevantes, le bétail tombait malade, les employés volaient, les voisins se moquaient de cet écrivain citadin qui jouait au fermier. Mais Jack persévérait. Il aimait cette terre. Il aimait l'idée de créer quelque chose de durable, quelque chose qui survivrait après sa mort. Il fit construire une maison, pas une maison ordinaire, une demeure gigantesque en pierre. Wolf House, la maison du loup. Un monument à sa réussite, à son ego. Le projet prit des années. Les coûts explosèrent encore une fois. La maison devait avoir 26 pièces, des murs de pierre volcanique, des poutres de séquoia géants, une tour. Un bassin de réflexion. Ce serait sa forteresse, son château, l'endroit où il finirait ses jours entouré de livres et de nature. En août 1913, quelques jours avant que Jack et Charmian ne s'installent dans Wolf House, le bâtiment brûla. Un incendie mystérieux détruisit tout en quelques heures. Des années de travail, des dizaines de milliers de dollars, partis en fumée. On soupçonna un incendie criminel. Peut-être un employé mécontent, peut-être un ennemi politique. Jack était socialiste et certains le détestaient pour ça. Mais on ne trouva jamais de coupable. Jack fut dévasté. Il ne reconstruisit jamais Wolf House. Les ruines restèrent là. Elles y sont encore aujourd'hui. Un monument à l'ambition et à l'échec. Jack continuait à écrire. Il devait écrire. Il avait besoin d'argent. Toujours. Le ranch coûtait cher. Ses ex-femmes voulurent de l'argent. Ses amis lui empruntaient de l'argent qu'il ne rendait jamais. Il ne savait pas dire non. Il était généreux jusqu'à la folie. Et il dépensait pour lui-même aussi. Alcool, chevaux, voyages. Il vivait comme s'il n'y avait pas de lendemain. Car peut-être sentait-il qu'il n'y en aurait pas. Sa santé se détériorait. Les problèmes rénaux empiraient. Il souffrait de rhumatisme, de dysenterie chronique, de troubles digestifs. Il buvait pour calmer la douleur. L'alcool aggravait ses problèmes. Un cercle vicieux. Les médecins lui disirent de ralentir, de boire moins, de se reposer. Il les ignorait. Il continuait à boire, à travailler, à vivre à 100 à l'heure. En 1912, il démissionna du Parti socialiste. Il expliqua qu'il n'avait plus foi dans la révolution pacifique. Il pensait que seule la violence pourrait renverser le capitalisme. Le parti était devenu trop mou, trop réformiste, trop bourgeois.
Cette rupture choqua beaucoup de ses admirateurs. Certains l'accusèrent de trahison, d'autres pensèrent qu'il devenait cynique. La vérité était plus compliquée. Jack London avait toujours été contradictoire, socialiste et darwiniste social, ami des travailleurs et admirateur de Nietzsche. Il croyait en l'égalité économique, mais aussi en la hiérarchie naturelle. Ces contradictions étaient le cœur de sa personnalité et de son œuvre. Il voyagea encore. Hawaï, le Mexique. Il couvrit la révolution mexicaine en 1914. Il vit des batailles, des exécutions, la misère des paysans, la brutalité des généraux. Il écrivit des reportages brillants, mais il était fatigué, malade. Il voulait rentrer chez lui. De retour au ranch, il se plongea dans l'écriture avec encore plus d'acharnement. Il expérimentait de nouveaux genres, des romans psychologiques, des histoires de boxe, des récits de science-fiction. The Scarlet Plague, la peste écarlate, imaginait un monde post-apocalyptique où la civilisation s'était effondrée après une pandémie. Le livre était étrangement prophétique. Il montrait combien la civilisation était fragile, comment tout pouvait s'écrouler en quelques semaines. En 1916, Jack London avait 40 ans. Il en paraissait 60. Son corps était usé, son visage bouffi, ses dents pourries. Il souffrait constamment. Il prenait de la morphine contre la douleur. Il mélangeait alcool et médicaments. Une combinaison dangereuse. Les médecins l'avertissaient, il haussait les épaules. Il avait toujours vécu dangereusement. Pourquoi s'arrêter maintenant ? Le 21 novembre 1916, au petit matin, un domestique trouva Jack London inconscient dans sa chambre. Il respirait à peine. On appela un médecin. Jack ne reprit jamais conscience. Il mourut quelques heures plus tard. Il avait 40 ans. La cause officielle de la mort fut l'urémie, un empoisonnement du sang causé par l'insuffisance rénale. Mais des rumeurs de suicide circulèrent immédiatement. On avait trouvé près de son lit des flacons de morphine. Avait-il pris une overdose volontaire ? Avait-il choisi de partir comme Martin Eden ? Ou était-ce un accident ? Un homme malade qui avait mal calculé sa dose ? On ne saura jamais vraiment. Charmian insista toute sa vie sur le fait qu'il s'agissait d'un accident. Peut-être disait-elle la vérité. Peut-être protégeait-elle sa mémoire. Jack London fut incinéré. Ses cendres furent enterrées sous un rocher sur son ranch. Pas de pierre tombale élaborée. Juste un rocher naturel, comme il l'aurait voulu. Simple, sauvage, authentique. Sa mort fit les gros titres dans le monde entier. L'Amérique perdait un de ses plus grands écrivains. Les hommages affluèrent. On salua son génie, son courage, sa vie extraordinaire. On oublia commodément ses contradictions, ses erreurs, ses préjugés. On fit de lui un héros américain, le self-made man par excellence, le garçon pauvre devenu riche et célèbre par son seul talent et sa volonté. Cette image était à la fois vraie et fausse. Vraie parce que Jack London avait effectivement triomphé d'une enfance misérable par son travail et son talent. Fausse parce qu'elle simplifiait un homme complexe. Jack London n'était pas qu'un battant inspirant, c'était aussi un homme torturé, alcoolique, raciste, contradictoire, généreux et égoïste, visionnaire et aveugle, toutes ces choses à la fois. Son héritage littéraire resta immense. Ses livres continuèrent à se vendre. L'Appel de la forêt devint un classique mondial, lu par des millions d'enfants et d'adultes, adapté au cinéma des dizaines de fois. Croque-Blanc, son autre grand roman canin, connut un succès similaire. Ces histoires de chiens dans le Grand Nord touchaient quelque chose d'universel. Le conflit entre nature et culture, entre instinct et civilisation, entre liberté et domestication. Mais Jack London avait écrit bien plus que des histoires de chiens. Ses nouvelles exploraient toutes les facettes de l'expérience humaine. La mer, la boxe, la guerre, l'amour, la folie, la mort. Ses meilleurs textes avaient une puissance brute
qui les rendait inoubliables. To Build a Fire, construire un feu, racontait la mort d'un homme dans le froid arctique avec une économie de moyens terrifiante. Pas de sentimentalisme, pas de morale, juste un homme qui fait une erreur et en meurt. Simple, inéluctable, parfait. Ces romans sociaux furent plus controversés, mais tout aussi importants. The People of the Abyss, le peuple de l'abîme, racontait son immersion dans les bas-fonds de Londres. Jack s'était déguisé en clochard pour vivre pendant des mois dans l'East End. Il avait dormi dans les refuges, mendié dans les rues, vu la misère la plus noire. Le livre qui en résulta était un réquisitoire implacable contre le capitalisme industriel. Il montrait comment la richesse de l'Empire britannique reposait sur la misère de millions de travailleurs. The Iron Heel, le talon de fer, imaginait une Amérique futuriste tombée sous une dictature oligarchique. Le livre était un mélange étrange de romans d'aventure et d'essais politiques. Il prédisait la montée du fascisme des décennies avant qu'il ne se produise. George Orwell s'en inspirerait pour 1984. Le livre était prophétique, mais aussi maladroit. Les personnages étaient des porte-paroles plutôt que des êtres humains. Le style était souvent lourd, mais l'intuition politique était brillante. Jack London avait compris quelque chose d'essentiel sur le XXe siècle. Il avait vu que la démocratie était fragile, que le capitalisme créait des inégalités insupportables, que ces inégalités mèneraient à des révolutions, et que ces révolutions pourraient déboucher sur des dictatures pires que ce qu'elles avaient renversées. Il avait vu tout ça avant 1914, avant la Première Guerre mondiale, avant la Révolution russe, avant le nazisme. Sa vision était sombre mais lucide. Pourtant, malgré cette lucidité politique, il restait aveugle sur certains sujets. Sa croyance en la supériorité raciale blanche était indéfendable, même en tenant compte du contexte historique. D'autres intellectuels de son époque rejetaient ces idées. Ils comprenaient que le racisme scientifique était une pseudo-science au service de l'impérialisme. Jack London n'y arriva jamais complètement. Ou peut-être n'essaya-t-il jamais vraiment. Cette tâche reste sur son héritage. Ses personnages féminins posaient aussi problème. La plupart étaient des stéréotypes. La femme pure et passive, la femme fatale, la compagne dévouée. Il y avait des exceptions. Certaines de ces héroïnes montraient du courage et de l'intelligence. Mais globalement, Jack London écrivait pour et sur des hommes. Le monde de ses romans était un monde masculin, violent, compétitif. Les femmes y jouaient des rôles secondaires. Malgré ses limites, son influence sur la littérature fut considérable. Il ouvrit la voie à une nouvelle forme de réalisme américain. Un réalisme brutal, sans phare. Ses descriptions de la violence, de la pauvreté, de la nature sauvage établirent un nouveau standard. Il montra qu'on pouvait écrire sur les bas-fonds sans condescendance, qu'on pouvait raconter la vie des travailleurs, des marins, des chercheurs d'or, avec la même dignité littéraire qu'on racontait la vie des aristocrates. Il influença des générations d'écrivains. Hemingway lui devait beaucoup, son style dépouillé, ses héros stoïques, sa fascination pour la violence et la mort. Steinbeck aussi, sa compassion pour les travailleurs, sa critique du capitalisme, son réalisme social. Kerouac et les beatniks aimaient son esprit d'aventure, sa rébellion contre la respectabilité bourgeoise, son amour de la route. Dans le monde entier, Jack London devint un symbole. En Union soviétique, il fut célébré comme un écrivain révolutionnaire. Ses livres sur la lutte des classes étaient au programme scolaire. On oubliait commodément ses passages sur la race. On gardait seulement sa critique du capitalisme. En Chine, il fut l'un des premiers auteurs occidentaux traduits après la Révolution. Mao le lisait. Des millions de Chinois découvrirent l'Amérique à travers ses yeux. Cette popularité internationale révélait quelque chose d'important. Jack London écrivait sur des thèmes universels. La survie, le courage, la lutte, la dignité dans l'adversité.
Ces thèmes parlaient aux gens partout dans le monde. Un paysan chinois pouvait se reconnaître dans les personnages de Londres. Un ouvrier russe aussi. Ils partageaient la même expérience de l'exploitation, de la pauvreté, de la lutte pour survivre. Mais Jack London n'était pas seulement un écrivain social. Il était aussi un conteur extraordinaire. Ses histoires captivaient parce qu'elles étaient bien construites, parce qu'elles avaient du rythme, du suspense, de l'émotion. Il savait comment accrocher un lecteur dès la première phrase, comment maintenir la tension, comment créer des climax puissants. C'était un professionnel de l'écriture dans le meilleur sens du terme. Il écrivait pour vivre. Il ne s'en cachait pas. Il ne prétendait pas être un artiste pur. Il disait ouvertement qu'il écrivait pour l'argent. Cette franchise choquait certains critiques littéraires. Ils trouvaient ça vulgaire. Un vrai artiste n'aurait pas dû penser à l'argent. Il aurait dû créer pour l'art lui-même. Jack London riait de ses prétentions. Il savait que même les artistes les plus purs devaient manger, que l'argent n'était pas sale, que le travail n'était pas déshonorant. Cette attitude pragmatique était profondément américaine. En même temps, il ne sacrifiait pas toujours la qualité pour la quantité. Ses meilleurs textes montraient un vrai souci artistique, une recherche du mot juste, une attention au rythme, une construction rigoureuse. Il n'était pas un génie stylistique comme Flaubert ou Joyce, mais il était un excellent artisan. Et parfois, dans ses moments de grâce, il devenait plus que ça. Il touchait au sublime. To Build a Fire en était l'exemple parfait. Cette nouvelle de quelques pages racontait simplement l'histoire d'un homme qui meurt de froid. Mais la manière dont elle le racontait était magistrale. Chaque phrase ajoutait à la tension. Chaque détail comptait. Le froid devenait presque un personnage. On le sentait progresser, s'infiltrer, tuer. La mort du protagoniste était inévitable dès le début. Pourtant, on espérait jusqu'au bout qu'il survive. Et quand il mourait, ce n'était pas tragique. C'était simplement logique. La nature ne se souciait pas des désirs humains. Elle suivait ses propres lois. L'homme qui les ignorait en payait le prix. Simple, terrible, vrai. Cette vision de la nature traversait toute l'œuvre de Jack London. La nature n'était ni bonne ni mauvaise. Elle était indifférente, belle et mortelle. Elle offrait la liberté, mais exigeait la force. Les faibles mouraient, les forts survivaient, mais même les forts finissaient par mourir. C'était la loi de la vie. On pouvait la combattre pendant un temps. On ne pouvait pas la vaincre. Cette philosophie fataliste coexistait étrangement avec son socialisme optimiste. D'un côté, il croyait que la nature était une lutte impitoyable, où seuls les forts survivaient. De l'autre, il croyait que les hommes pouvaient créer une société juste où chacun recevrait selon ses besoins. Ces deux visions semblaient contradictoires. Elles l'étaient. Mais Jack London les tenait toutes les deux. Peut-être parce qu'il appliquait le darwinisme à la nature et aux individus, mais le socialisme à la société. Ou peut-être parce qu'il n'avait jamais vraiment résolu cette contradiction. Son personnage le plus célèbre, Buck dans L'Appel de la forêt, incarnait cette tension. Buck commençait comme un chien domestiqué, civilisé, heureux dans sa vie confortable. Puis il était arraché à ce monde, jeté dans la violence du Klondike. Il devait apprendre à se battre, à tuer, à survivre. Ce processus le transformait. Il découvrait en lui des instincts qu'il ignorait posséder. Il devenait sauvage. Et finalement, il choisissait la liberté sauvage plutôt que la sécurité domestique. Les lecteurs adoraient cette histoire. Elle parlait à quelque chose de profond en eux. Le désir de liberté, le rêve de retourner à une vie plus simple, plus authentique, loin des contraintes sociales, loin du travail ennuyeux, loin de la civilisation étouffante. Buck vivait le fantasme que beaucoup portaient en secret. Il abandonnait tout pour courir libre dans les forêts. Mais Jack London savait que ce fantasme était compliqué. Dans Croque-Blanc, il racontait l'histoire inverse. Un loup-chien sauvage
qui apprend à vivre avec les humains, qui découvre l'amour, qui choisit la domestication. Les 2 livres formaient un diptyque. L'un montrait le chemin vers la sauvagerie. L'autre montrait le chemin vers la civilisation. Aucun n'était clairement supérieur. C'était simplement 2 chemins différents, 2 choix possibles. Cette nuance se perdait souvent dans les lectures simplistes de son œuvre. On faisait de lui un apôtre du retour à la nature, ou au contraire, un chantre du progrès. Il était les 2, ou ni l'un ni l'autre. Il explorait les tensions sans les résoudre. Il posait les questions sans donner de réponse définitive. C'était sa force. Ses nouvelles de boxe exploraient des thèmes similaires. Le corps comme machine, la violence comme spectacle, l'exploitation commerciale du sport. A piece of steak, un morceau de beefsteak, racontait le dernier combat d'un vieux boxeur affamé. Il perdait parce qu'il n'avait pas assez mangé, parce qu'il était trop pauvre pour s'acheter de la viande. La défaite n'était pas une question de courage ou de compétence, c'était une question d'argent, de classe sociale, de système économique. Le boxeur comprenait ça, le lecteur aussi. Jack London connaissait la boxe de l'intérieur. Il avait lui-même boxé dans sa jeunesse. Pas professionnellement, mais sérieusement. Il connaissait la sensation du poing dans le visage, le goût du sang dans la bouche, l'épuisement qui transforme les jambes en plomb. Il savait aussi comment la boxe était liée à l'argent, comment les promoteurs exploitaient les combattants, comment le public payait pour voir des hommes se détruire. Ces histoires de boxe étaient à la fois des célébrations du courage et des critiques du système qui transformaient ce courage en marchandise. Son autobiographie intellectuelle se retrouvait aussi dans Martin Eden. Le héros de ce roman était un marin autodidacte qui décidait de devenir écrivain. Il étudiait furieusement. Il lisait des milliers de livres. Il écrivait sans relâche. Il envoyait ses textes aux magazines. Il recevait des refus. Il continuait. Il finissait par réussir. Il devenait célèbre, riche, admiré. Et puis, il découvrait que le succès était vide, que la société qu'il avait voulu rejoindre était superficielle et hypocrite, qu'il avait perdu son authenticité en gagnant sa place. Il se suicidait. Le livre était sombre, désespéré. Les lecteurs le trouvaient troublant. Certains pensaient que Jack London lui-même songeait au suicide. Le livre avait été publié en 1909. Jack mourut en 1916, 7 ans plus tard. Avait-il prédit sa propre fin ? Difficile à dire, mais il était clair que le succès l'avait déçu, qu'il n'avait pas trouvé le bonheur dans l'argent et la célébrité, qu'il restait fondamentalement insatisfait. Cette insatisfaction le poussait toujours plus loin. Toujours de nouveaux projets, de nouveaux livres, de nouveaux investissements, de nouvelles aventures. Il ne pouvait pas s'arrêter, comme s'il fuyait quelque chose. Peut-être se fuyait-il lui-même, peut-être essayait-il de remplir un vide que rien ne pouvait combler. Son alcoolisme aggravait tout. Il buvait depuis l'adolescence, d'abord par bravade, pour être un homme parmi les hommes, puis par habitude, puis par nécessité. L'alcool calmait ses angoisses, endormait ses douleurs, mais il détruisait son corps. Il affectait son jugement. Il contribuait à ses excès financiers, à ses décisions impulsives, à ses sautes d'humeur. Dans John Barleycorn, publié en 1913, il écrivit ses mémoires d'alcoolique. Le titre faisait référence à une vieille chanson anglaise qui personnifiait l'alcool sous le nom de John Barleycorn, Jean Grain d'orge. Le livre racontait comment il était devenu dépendant, comment l'alcool avait façonné sa vie. Il écrivait avec une lucidité impitoyable sur sa propre faiblesse, sur les mensonges que les alcooliques se racontent, sur l'impossibilité d'arrêter même quand on sait qu'on se détruit. Le livre était étonnamment honnête pour son époque. On ne parlait pas ouvertement d'alcoolisme. C'était considéré comme une faiblesse morale honteuse. Jack London en parlait comme d'une maladie. Il expliquait comment la société encourageait la consommation d'alcool,
comment boire était lié à la masculinité, comment refuser un verre était vu comme une insulte. Il montrait les mécanismes sociaux qui créaient et maintenaient l'alcoolisme. Paradoxalement, le livre ne l'aida pas à arrêter de boire. Il continua jusqu'à sa mort. Peut-être savait-il qu'il était trop tard, que son corps était déjà trop endommagé. Ou peut-être ne voulait-il pas vraiment arrêter. L'alcool faisait partie de son identité, de son personnage public. Jack London le buveur, le bagarreur, l'aventurier. Renoncer à l'alcool aurait été renoncer à une partie de lui-même. Ces dernières années furent marquées par une productivité frénétique et un déclin physique rapide. Il écrivait de plus en plus, dormait de moins en moins, prenait de plus en plus de médicaments contre la douleur. Son visage se bouffissait, ses mains tremblaient, il maigrissait et grossissait par cycles. Les photos de cette période montrent un homme ravagé, un vieillard à 40 ans. Pourtant, il gardait sa passion pour les projets grandioses. Il voulait faire de son ranch une exploitation modèle. Il construisait des bâtiments, plantait des arbres, importait du bétail. Expérimentait avec de nouvelles techniques agricoles. Il perdait de l'argent, mais continuait. Comme si l'échec n'était pas possible. Comme si la volonté suffisait à triompher de la réalité. Cette foi en la volonté était au cœur de sa philosophie. Il croyait qu'un homme fort pouvait accomplir n'importe quoi. Qu'il suffisait de vouloir assez fort, de travailler assez dur. C'était l'idéologie américaine du self-made man poussée à l'extrême. Et c'était à la fois inspirant et dangereux. Inspirant parce que ça encourageait l'effort et l'ambition. Dangereux parce que ça niait les limites. Parce que ça menait à l'épuisement, à la destruction. Jack London s'était détruit lui-même par excès de volonté. Il avait voulu tout faire, tout vivre, tout écrire. Il n'avait jamais accepté ses limites, jamais ralenti, jamais écouté son corps qui criait grâce. Il avait vécu comme un de ses héros, intensément, dangereusement, brièvement. Sa mort à 40 ans semblait presque inévitable rétrospectivement. On ne pouvait pas vivre à cette intensité et espérer une longue vie. Il avait brûlé sa chandelle par les deux bouts. Elle s'était consumée vite, mais quelle flamme brillante elle avait produite. Le débat sur les circonstances exactes de sa mort continuera probablement toujours. Suicide ou accident? Les preuves permettent les deux interprétations. Ce qui est certain, c'est qu'il était malade, épuisé, endetté, peut-être déprimé. Qu'il prenait beaucoup de médicaments, qu'il mélangeait alcool et morphine. Dans ces conditions, une overdose accidentelle était très possible. Mais un suicide l'était aussi. Certains biographes ont suggéré qu'il ne s'agissait ni d'un suicide conscient, ni d'un pur accident, plutôt d'une forme de négligence suicidaire. Il savait que ce qu'il faisait était dangereux. Il le faisait quand même. Il ne cherchait pas activement la mort. Mais il ne l'évitait pas non plus. Il était indifférent à sa survie. Cette théorie semble plausible. Elle correspond à l'état d'esprit qui transparaît dans ses derniers écrits. Quoi qu'il en soit, sa mort mit fin à une des carrières littéraires les plus remarquables de son époque. En 20 ans d'écriture active, il avait produit 50 livres, des centaines de nouvelles, des milliers d'articles. Une œuvre immense et inégale, avec des sommets magnifiques et des creux médiocres, mais toujours énergiques, toujours vivantes. Ses funérailles furent simples, conformes à ses souhaits. Pas de cérémonie religieuse, pas de discours pompeux. Juste quelques amis proches au ranch. On incinéra son corps. On enterra les cendres sous un rocher rouge. Charmian planta des fleurs sauvages autour. Le lieu existe toujours. C'est devenu un parc d'État en Californie. Des milliers de visiteurs viennent chaque année. Ils marchent dans les bois où Jack marchait. Ils voient les ruines de Wolf House. Ils se recueillent devant le rocher qui marque sa tombe. L'héritage de Jack London dépassa largement son œuvre littéraire. Il devint un symbole, un mythe,
l'incarnation du rêve américain. Le pauvre qui devient riche par son talent, l'autodidacte qui rivalise avec les universitaires, l'aventurier qui transforme ses expériences en art. Ce mythe était puissant et séduisant. Il inspirait les gens. Il leur donnait espoir. Mais le mythe simplifiait l'homme. Il gommait les contradictions, les échecs, les ombres. Le vrai Jack London était plus compliqué et plus intéressant que le mythe. Il était un homme de son temps, avec les préjugés de son temps, mais aussi avec une lucidité qui dépassait son temps. Il voyait des choses que d'autres ne voyaient pas. Il comprenait des dynamiques sociales que d'autres ignoraient, et il avait le talent de traduire ses visions en histoires puissantes. Ses meilleurs textes continuent de nous parler aujourd'hui, pas seulement par nostalgie, pas seulement comme documents historiques, mais parce qu'ils touchent des vérités permanentes sur la condition humaine, sur le courage et la peur, sur la solitude et la solidarité, sur la liberté et la nécessité, sur la vie et la mort. L'Appel de la forêt reste un des grands romans sur la tension entre civilisation et nature, sur ce que nous gagnons et perdons en devenant civilisés, sur les instincts que nous réprimons, sur les prix que nous payons pour la sécurité. Ces questions n'ont pas vieilli. Elles sont peut-être même plus actuelles aujourd'hui qu'en 1903, à une époque où nous vivons de plus en plus coupés de la nature, où nous passons nos vies dans des environnements artificiels, où nous oublions que nous sommes des animaux. Ces nouvelles du Grand Nord capturent quelque chose d'essentiel sur la relation entre l'homme et la nature sauvage. Elles montrent que la nature ne se soucie pas de nous, qu'elle ne nous protège pas, qu'elle ne nous punit pas non plus, qu'elle est simplement indifférente. Cette indifférence est peut-être plus terrifiante que la malveillance, parce qu'on ne peut pas la combattre. On ne peut pas la raisonner. On peut seulement s'y adapter ou mourir. Ces textes sociaux gardent aussi leur pertinence. Le peuple de l'abîme pourrait décrire les sans-abri de n'importe quelle grande ville occidentale aujourd'hui. Les mécanismes de l'exclusion n'ont pas fondamentalement changé. Les pauvres restent invisibles. On les chasse des centres-villes. On les criminalise. On les blâme pour leur pauvreté. Jack London avait documenté tout ça il y a plus d'un siècle. Rien n'a vraiment changé. Le talon de fer résonne différemment aujourd'hui qu'à sa publication. Les craintes qu'il exprimait sur la concentration du pouvoir économique se sont réalisées. Les oligarques existent. Les inégalités sont vertigineuses. La démocratie est fragile. Le livre n'était pas parfait comme roman. Mais comme prophétie politique, il était troublant de précision. Jack London avait compris que le capitalisme non régulé créait des monstres. Que la concentration de la richesse menait à la concentration du pouvoir. Que le pouvoir absolu corrompait absolument. Il avait vu tout ça avant la Première Guerre mondiale, avant les fascismes, avant les totalitarismes du XXe siècle. Sa vision était sombre mais lucide. En même temps, son socialisme restait problématique. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à comment une société socialiste fonctionnerait concrètement. Il croyait vaguement à la révolution, à la propriété collective des moyens de production, à la fin de l'exploitation. Mais les détails restaient flous. Et quand la révolution russe se produisit, 1 an après sa mort, elle révéla les limites et les dangers du socialisme révolutionnaire. Les idéaux se transformèrent en dictature. La libération promise devint une nouvelle forme d'oppression. On ne peut pas savoir ce que Jack London aurait pensé de l'Union soviétique. Peut-être l'aurait-il soutenu malgré ses crimes. Peut-être en aurait-il été dégoûté. Sa trajectoire politique était imprévisible. Il avait démissionné du Parti socialiste pour des raisons contradictoires. Il était capable de changer d'avis radicalement. Ou de tenir simultanément des positions contradictoires. Cette capacité à contenir les contradictions était peut-être son trait le plus caractéristique. Il était socialiste et darwiniste social, ami des travailleurs et admirateur de Nietzsche, critique du racisme et raciste, défenseur des opprimés
et croyant en la hiérarchie naturelle. Ces contradictions le rendaient frustrant pour ceux qui voulaient un héros simple, mais elles le rendaient aussi humain, réel, complexe, car personne n'est parfaitement cohérent. Nous contenons tous des multitudes, des idées qui se contredisent, des valeurs qui s'opposent. Jack London avait simplement le courage ou l'imprudence d'exprimer ces contradictions ouvertement, de les explorer dans son œuvre, de ne pas les cacher sous un vernis de cohérence factice. Ces personnages reflétaient ces tensions. Ils n'étaient pas des héros simples. Buck n'était ni bon ni mauvais. Il était un chien qui suivait ses instincts. Wolf Larsen n'était ni admirable ni méprisable. Il était une force de la nature, amoral, magnifique, terrifiant. Martin Eden n'était ni un modèle, ni un repoussoir. Il était un homme qui cherchait quelque chose qu'il ne trouvait jamais. Cette complexité morale donnait au personnage de Jack London une profondeur qui manquait à beaucoup de littérature populaire de son époque. Ces héros n'étaient pas toujours héroïques. Ces méchants n'étaient pas toujours méchants. Le monde moral de ces romans était ambigu. Gris plutôt que noir et blanc. Cette ambiguïté les rendait plus réalistes, plus troublants, plus mémorables. Son style contribuait aussi à leur impact. Jack London écrivait avec une énergie qui emportait le lecteur. Ses phrases avaient du rythme, de la musicalité. Il alternait entre descriptions longues et sensuelles et dialogues brefs et percutants. Il savait quand accélérer le rythme et quand le ralentir, quand donner des détails et quand les omettre. Il n'était pas un styliste au sens traditionnel. Il ne cherchait pas le mot rare ou la tournure élégante. Son vocabulaire restait relativement simple. Ses phrases n'étaient pas particulièrement sophistiquées, mais elles étaient efficaces. Elles communiquaient exactement ce qu'il voulait communiquer. Elles créaient les images qu'il voulait créer. Elles évoquaient les émotions qu'il voulait évoquer. Cette efficacité était le résultat de son professionnalisme. Il écrivait tous les jours. Il produisait ses 1000 mots quotidiens religieusement. Cette discipline l'avait rendu extrêmement compétent. Il savait comment construire une scène, comment créer du suspense, comment révéler un personnage. C'était un artisan expert de la narration. Mais il était plus qu'un artisan. Dans ses meilleurs moments, il atteignait à la poésie. Ses descriptions du Grand Nord avaient une beauté austère. Ses évocations de la mer capturaient sa grandeur et son danger. Ses portraits de la pauvreté avaient une dignité qui empêchait le pathos. Il pouvait être brutal sans être insensible, réaliste sans être cynique. Cette combinaison de force et de sensibilité caractérisait son meilleur travail. Il ne détournait pas le regard de la violence et de la cruauté. Mais il ne s'y complaisait pas non plus. Il les montrait comme des faits de la vie. Regrettables peut-être, mais réels. Inévitables parfois. Il ne les glorifiait pas. Il ne les condamnait pas non plus moralement. Il les présentait et laissait le lecteur juger. Cette objectivité apparente cachait en fait un engagement profond. Jack London se souciait intensément de la justice sociale, de la dignité humaine, du sort des opprimés. Mais il avait compris qu'on ne convainc pas les gens en les sermonnant, qu'il vaut mieux montrer que dire, que les faits parlent plus fort que les jugements moraux. Ses meilleurs textes sociaux fonctionnaient parce qu'ils montraient la misère sans la commenter. Il faisait confiance au lecteur pour tirer ses propres conclusions. Cette technique narrative influença de nombreux écrivains après lui. L'idée qu'on pouvait être engagé politiquement sans être didactique, qu'on pouvait dénoncer l'injustice en la décrivant objectivement. Hemingway perfectionnerait cette approche, mais Jack London l'avait déjà explorée. Son influence sur la littérature américaine fut donc double. D'une part, il ouvrit de nouveaux territoires thématiques. Les bas-fonds, le Grand Nord, la mer, la boxe, des mondes que la littérature respectable ignorait. D'autre part, il développa une nouvelle approche narrative, plus directe, plus visuelle,
plus cinématographique avant même que le cinéma n'existe vraiment. Car ces textes avaient une qualité visuelle frappante. On voyait ce qu'ils décrivaient, les paysages, les personnages, les actions. Cette qualité explique pourquoi ces livres furent si souvent adaptés au cinéma. Ils étaient déjà presque des scénarios. Il suffisait de filmer ce qu'il avait écrit. Plus d'une centaine de films et d'émissions de télévision ont été basés sur son œuvre. L'Appel de la forêt a été adapté des dizaines de fois, dans tous les pays, dans toutes les langues. Certaines adaptations étaient excellentes, d'autres médiocres, mais leur nombre témoignait de la puissance durable de l'histoire. Ce qui fascine dans L'Appel de la forêt, c'est qu'il fonctionne à plusieurs niveaux. Pour les enfants, c'est une aventure excitante avec un chien héros. Pour les adultes, c'est une méditation sur la nature et la civilisation. Pour les philosophes, c'est une exploration de thèmes nietzschéens. Chaque lecteur peut y trouver ce qu'il cherche. Cette richesse explique sa longévité. Croque-Blanc fonctionne de manière similaire. On peut le lire comme une simple histoire de chien-loup, ou comme une parabole sur la domestication, ou comme une réflexion sur la nature versus l'éducation. Les multiples niveaux de lecture enrichissent l'expérience sans l'alourdir. L'histoire reste accessible, même quand on ignore les sous-textes philosophiques. Cette accessibilité était importante pour Jack London. Il voulait être lu par tout le monde, pas seulement par l'élite cultivée. Il écrivait pour les ouvriers, pour les marins, pour les gens ordinaires. Il voulait que ses livres soient dans toutes les mains. Cette ambition démocratique le distinguait de beaucoup d'écrivains de son temps qui écrivaient pour un public restreint et éduqué. En cela, il était profondément américain. L'Amérique se voulait une démocratie, pas une aristocratie. La culture américaine devait être accessible à tous, pas réservée à une élite. Jack London incarnait cet idéal. Fils d'ouvrier devenu écrivain célèbre, autodidacte rivalisant avec les universitaires. Il prouvait que le talent n'était pas une question de classe sociale, mais il prouvait aussi les limites de ce rêve démocratique. Car s'il lui avait réussi, combien d'autres avaient échoué? Combien de talents potentiels avaient été gâchés par la pauvreté? Par le manque d'éducation? Par l'obligation de travailler plutôt que d'étudier? Jack London avait eu de la chance. Du talent certes, mais aussi de la chance. Une bibliothécaire qui l'encourageait, des amis qui l'aidaient, des circonstances qui lui permettaient d'écrire. Il était conscient de cette dimension de chance. Il savait qu'il aurait pu finir alcoolique dans un caniveau, ou mort jeune dans un accident de travail, ou brisé par la prison. Il avait côtoyé ses destins. Il avait vu des hommes aussi intelligents que lui sombrer dans la misère et l'oubli. Cette conscience nourrissait sa compassion pour les perdants. Pour ceux qui n'avaient pas eu sa chance, ces personnages de perdants étaient souvent ses plus touchants. Le vieux boxeur affamé de A Piece of Steak, l'homme qui meurt seul dans la neige de To Build a Fire, les clochards de The Road. Ces hommes n'étaient pas des héros. Ils ne triomphaient pas de l'adversité. Ils étaient vaincus, détruits, oubliés. Mais Jack London leur donnait une dignité dans la défaite. Il montrait qu'ils étaient des êtres humains, qu'ils méritaient d'être vus, d'être racontés. Cette compassion coexistait avec sa croyance en la survie du plus apte. Encore une contradiction. Il croyait que les faibles devaient mourir selon les lois de la nature. Mais il avait pitié des faibles. Il voulait qu'ils survivent, qu'ils prospèrent. Il soutenait le socialisme précisément pour protéger les faibles de la compétition impitoyable du capitalisme. Peut-être distinguait-il entre ce qui est et ce qui devrait être. Dans la nature, les faibles meurent, c'est un fait. Mais la société humaine ne devrait pas être régie par les lois de la jungle. Elle devrait être organisée selon des principes de justice et de solidarité. La nature est amorale. La société doit être morale.
Cette distinction n'était pas toujours claire dans son œuvre. Parfois, il semblait glorifier la loi du plus fort. Parfois, il la dénonçait. Cette ambiguïté reflétait ses propres incertitudes. Il n'avait pas résolu ces questions. Peut-être ne pouvait-elle pas être résolue. Peut-être la tension entre nature et culture, entre force et justice, était-elle indépassable. Ses lecteurs devaient naviguer dans ces ambiguïtés. Certains le lisaient comme un social-darwiniste, d'autres comme un socialiste. Les deux avaient raison et tort. Il était les deux. Ni l'un, ni l'autre complètement. Il explorait ses idées sans les adopter définitivement. Ses romans étaient des expériences de pensée, des explorations, pas des manifestes. Cette ouverture rendait son œuvre stimulante intellectuellement. On ne pouvait pas le lire passivement. Il fallait réfléchir, questionner, débattre. Ces livres provoquaient des discussions, des désaccords, des réflexions. C'était peut-être leur plus grande qualité. Au-delà de leur mérite littéraire, les livres de Jack London offraient quelque chose d'autre. Une fenêtre sur un monde disparu. Le Klondike de la ruée vers l'or n'existe plus. Les bas-fonds de San Francisco du XIXe siècle ont été rasés. La vie des marins et des chercheurs d'or appartient au passé. Mais grâce à Jack London, nous pouvons encore voir ces mondes, les sentir, les comprendre. Il était un documentariste autant qu'un romancier. Il enregistrait son époque. Ses livres sont des archives, des témoignages, des photographies littéraires d'un temps révolu. Cette dimension documentaire augmente avec le temps. Plus nous nous éloignons de son époque, plus ses livres deviennent précieux comme documents historiques. Mais ils restent aussi vivants comme littérature, parce que les émotions qu'ils évoquent sont universelles. La peur du froid, le désir de liberté, la faim, l'ambition, l'amour, la mort. Ces choses ne changent pas. Un lecteur du XXIe siècle peut ressentir ce qu'un lecteur de 1903 ressentait. La distance temporelle n'efface pas l'impact émotionnel. C'est peut-être le test ultime de la grande littérature. Traverse-t-elle le temps? Parle-t-elle encore aux générations futures? Pour Jack London, la réponse est clairement oui. Ses meilleurs textes ont plus d'un siècle. Ils sont toujours lus, toujours étudiés, toujours adaptés, toujours aimés. Bien sûr, tous ces livres n'ont pas également bien vieilli. Certains de ces romans tardifs sont datés, maladroits, trop liés à leur contexte pour rester pertinents. Mais les sommets de son œuvre restent des sommets. L'appel de la forêt, Cro-Blanc, Martin Eden, To Build a Fire, de Seawolf. Ces textes resteront probablement dans les bibliothèques aussi longtemps qu'on lira de la littérature. Sa vie elle-même est devenue une légende, une histoire aussi captivante que ses romans. Le gamin des rues devenu écrivain mondialement célèbre, l'aventurier qui a survécu au Klondike, le socialiste millionnaire, l'alcoolique brillant, le bâtisseur de rêves qui mourut jeune. Cette vie avait tous les éléments d'un grand récit. Triomphe, tragédie, contradiction, passion. Des dizaines de biographies ont raconté cette vie. Certaines l'ont romancée, d'autres l'ont analysée froidement. Toutes ont dû confronter les mêmes paradoxes. Comment un socialiste pouvait-il être si individualiste? Comment un critique du capitalisme pouvait-il être si obsédé par l'argent? Comment un défenseur des opprimés pouvait-il être raciste? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Jack London était un homme complexe, produit de son époque, mais aussi en avance sur elle, limité par ses préjugés, mais capable de les dépasser par moments. Autodidacte brillant, mais avec des lacunes dans sa formation. Écrivain de génie, mais aussi producteur de textes médiocres. Tout cela en même temps. Accepter cette complexité est essentiel pour comprendre son héritage. On ne peut pas en faire un héros sans tache, mais on ne peut pas non plus le réduire à ses défauts. Il faut le voir tel qu'il était. Un homme de son temps qui parfois transcendait son temps. Un écrivain imparfait
qui créa des œuvres parfaites. Un aventurier qui mourut trop tôt, mais qui vécut intensément. Sa devise était « Je préfère être une superbe météore, brillant d'un éclat magnifique, plutôt qu'une planète endormie et permanente. » Il vécut selon cette devise. Il brilla intensément, brièvement. Et quand il s'éteignit, il laissa une trace lumineuse qui n'a pas disparu. Plus d'1 siècle après sa mort, nous continuons à lire ses livres, à regarder des films basés sur ses histoires, à visiter les lieux où il vécut, à débattre de ses idées, à nous inspirer de son exemple, pas de tous les aspects de son exemple, mais de certains, de son courage, de sa détermination, de sa capacité à transformer l'expérience en art. Jack London prouve qu'on peut venir de rien et devenir quelque chose, que le talent et le travail peuvent triompher des obstacles, que la vie peut être une aventure plutôt qu'une routine. Ces leçons restent précieuses, surtout dans un monde qui pousse souvent à la conformité, à la sécurité, à la médiocrité. Il représente aussi un avertissement sur les dangers de l'excès, sur le prix de l'ambition, sur la difficulté de concilier idéaux et réalité, sur la fragilité de la santé et du bonheur. Sa vie fut glorieuse, mais elle fut aussi douloureuse. Il paya cher ses choix. Cette dimension tragique fait partie de son héritage. Au final, Jack London reste une figure fascinante précisément parce qu'il échappe aux catégories simples. Il n'était ni un saint, ni un démon, ni un modèle parfait, ni un repoussoir total. Il était un homme qui vécut pleinement, qui écrivit passionnément, qui chercha la vérité même quand elle le dérangeait, qui créa des œuvres qui nous parlent encore. Ces histoires du Grand Nord nous rappellent notre petitesse face à la nature. Ces romans sociaux nous rappellent notre responsabilité envers les autres. Ces récits de mère nous rappellent notre soif d'aventure. Ces autobiographies nous rappellent que la vie peut être transformée en art. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.